justement, puisqu'on parle de redistribution de parts, on évoquait le fait qu'il était essentiel de mieux valoriser le travail, notamment par le biais des augmentations de salaire, mais également par le biais d'un meilleur partage de la valeur. Et qui dit meilleur partage de la valeur, dit redéfinition de l'équilibre entre ce que vous évoquiez tout à l'heure, les revenus du travail d'un côté et les revenus du capital de l'autre. À ce titre-là, quelle est la place que doivent prendre les mécanismes d'épargne salariale? Je mets délibérément au pluriel, parce on sait qu'on connaît l'intéressement et la participation, les plans d'épargne entreprise, l'actionnariat salarié. On a un nouvel outil qui est la prime de partage de la valeur que vous évoquiez par ailleurs. Quelle place doit prendre cette épargne salariale pour répondre aux enjeux que nous évoquions, de valorisation du travail d'une part et de redéfinition des équilibres dans le partage de la valeur? On a la chance en France d'avoir un arsenal salarial extrêmement diversifié et étoffé. Là aussi, je pense que beaucoup d'employeurs en méconnaissent la portée. Et que nous ne disposons pas, et c'est ce que je dénonce encore une fois dans mon ouvrage, en méconnaissent, je dirais, les différentes potentialités. À côté de la rémunération fixe, qu'on connaît bien, il y a effectivement des systèmes de primes, et puis il y a effectivement tout ce qui relève de l'épargne salariale, c'est-à-dire, si je le prends dans une acception, disons, circonscrite, l'intéressement et la participation. Donc c'est important de bien avoir en tête la possibilité, quand on est employeur, de pouvoir s'appuyer sur l'ensemble de ces dispositifs, auxquels on peut ajouter une autre rémunération, je dirais très différée, qui est l'actionnariat salarié, qui est d'ailleurs encore assez peu présente dans les PME. Si on se limite à la question de l'intéressement et la participation, il faut d'abord avoir en tête que la participation n'est obligatoire que dans les entreprises de plus de 50 salariés. L'intéressement, elle, repose sur une logique complète, je dirais, de volontariat, quelle que soit la taille de l'entreprise. Je veux insister, moi, d'abord, sur un premier point, qui est l'atout de la politique d'intéressement. Parce que l'intéressement, contrairement à la participation qui est figée autour de la prise en compte, je dirais, un peu mécanique du résultat financier, peut, elle, concerner des champs extrêmement divers au sein de l'entreprise. Voilà, ouais. C'est un outil extraordinaire de motivation et de fédération des équipes, parce que vous pouvez imaginer des indicateurs d'intéressement qui portent sur des considérations économiques ou commerciales, industrielles, mais aussi sociales ou environnementales. Vous pouvez tout à fait dire, si cette année ou l'année prochaine, on va réduire de X% nos émissions de CO2, et donc chaque collaborateur finalement se sera engagé, aura fait des actions concrètes pour atteindre cet objectif, eh bien je vais redistribuer en fonction de tous mes collaborateurs qui ont finalement contribué à atteindre ce résultat. Donc ça, c'est déjà très considérable, et je crois que effectivement l'intéressement et la participation sont un complément idéal de la rémunération fixe. Je dis bien un complément, et non pas un élément de substitution. Il faut toujours être très vigilant pour s'assurer que si on distribue d'un côté de l'intéressement ou de la participation, on ne le passe pas au détriment de la dynamique salariale. D'autant qu'il y a un nouvel outil qui s'est également rajouté depuis quelques années, qui était la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. On en a parlé rapidement, on l'a appelé la prime Macron. Depuis la loi pouvoir d'achat du mois d'août 2022, on parle maintenant de prime de partage de la valeur. Qui permet aussi de distribuer de manière défiscalisée et désocialisée, en tout cas jusqu'au 31 décembre 2023. Donc là aussi, trouvons la bonne articulation entre tous ces outils pour qu'ils ne, si j'ose dire, qu'ils ne se neutralisent pas, je vais utiliser même un terme encore plus fort, qu'ils ne se cannibalisent pas. Bien sûr. Et donc toute la mission aussi que je mène à la demande du gouvernement, aussi en tant qu'ambassadeur à l'intéressement et la participation, consiste justement à faire la pédagogie de ces dispositifs et à s'assurer, tout particulièrement dans les entreprises de petite taille qui ont peu de moyens, qu'on mette en place ces dispositifs au profit des salariés, mais en fait, j'ai envie de dire au profit de l'entreprise. De l'entreprise elle-même, parce que ce sont les outils principaux de motivation. Il y a un lien très fort entre la performance économique et la qualité du climat social. Et donc, plus les entreprises se dotent dans le temps de ces outils, et plus on constate que le climat social est bon et que la performance économique est au rendez-vous. Puis vous évoquiez l'intéressement, c'est
à mon sens, l'outil idéal. On parle d'enjeu d'autonomisation des salariés dans le contexte que nous connaissons. Je pense que c'est l'outil idéal pour répondre notamment à ces enjeux d'autonomisation des salariés qui passent par une valorisation de leur pouvoir d'action et leur pouvoir de jugement, dès lors que les critères que vous évoquez, qui sont extrêmement malléables dans l'entreprise, peuvent être définis au plus près des problématiques qui sont celles des salariés. En définitive, je crois qu'il y a un nouveau modèle d'entreprise qui s'installe, où progressivement, on est en train de lâcher du lest et d'associer mieux le salarié au résultat. Ça, c'est l'intéressement à la participation. D'associer mieux les collaborateurs au capital, c'est le sujet de l'actionnariat salarié, dans lequel on voit qu'il y a encore des progrès à faire, puisqu'il n'y a que 9% des PME aujourd'hui qui sont couvertes. Et c'est la question de l'association des salariés à la prise de décision, qui est elle-même d'ailleurs liée à la part que détiennent les salariés dans le capital. Donc je crois que si on arrive à reconstruire, à reboucler, à reconstruire l'entreprise autour de ces trois angles-là, eh bien, il est évident qu'on va beaucoup mieux fonctionner, que l'alignement stratégique au sein de l'entreprise sera beaucoup plus fort, puisqu'il y aura pas une feuille de papier de cigarette qui va finalement séparer l'intérêt du collaborateur de celui du dirigeant et celui du dirigeant de celui de l'actionnaire. Donc c'est extrêmement vertueux. Écoutez, merci beaucoup François Perret pour cet échange très instructif. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Votre salaire n'est pas l'ennemi de l'emploi, qui est sorti chez Duno en octobre 2022. Merci encore, merci à vous. Merci à vous, merci beaucoup.